Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, émission de débat politique parlementaire, émission spéciale ce soir consacrée au débat autour de la loi travail, la loi El Khomri. On en parle depuis des semaines sur ce plateau. Les débats ont commencé dans l'hémicycle, c'est l'épreuve du Parlement, la rue et maintenant évidemment le Parlement. Texte combattu depuis des semaines, on reviendra évidemment sur tous ceux qui combattent ce texte. Le député Sirugue qui rapporte a dit il y a quelques jours il manquerait 40 voix. Certains évoquent depuis quelques jours, c'est vrai, le 49-3. On y reviendra dans quelques instants. C'est un texte emblématique de la stratégie économique de François Hollande, mais combattu par son propre camp. On va revenir sur les points noirs du texte, le CDD, le licenciement économique, le référendum et l'inversion de la hiérarchie des normes. Ce sont des termes de droit, mais qui sont très importants. Et on va bien sûr en parler avec nos invités. C'est une majorité évidemment qui est chancelante. Et puis l'opposition qui, dans un premier temps, était plutôt solidaire, eh bien n'est plus d'accord avec le texte parce qu'il est trop gauchisé, dit aujourd'hui l'opposition. Ça reste donc évidemment un casse-tête pour le gouvernement et pour Myriam El Khomri. LCP.fr, vous connaissez l'adresse, le JDD qui est notre partenaire, #CVR, les tweetos que je n'oublie pas, et évidemment notre page Facebook. Marie-Lise Lebranchu, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes députée socialiste du Finistère, vous étiez ministre de la fonction publique de 2012 à 2016 et vous avez signé une tribune avec d'autres députés pour le 1er mai où vous êtes opposé à ce texte. Et en l'état, vous ne voterez pas le texte. On écoutera dans quelques instants vos arguments. Christophe Cavard, bonsoir. Bonsoir. Député écologiste, mais vous avez claqué la porte d'Europe Écologie Les Verts pour être extrêmement précis. Vous faites partie de ces écologistes réformistes, plutôt favorables avec l'esprit du texte. Je mets beaucoup de prudence parce qu'évidemment, on écoutera vos arguments dans quelques instants. Philippe Vigier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UDI d'Eure-et-Loir, président du groupe UDI ici à l'Assemblée nationale. Alors l'UDI qui est vent debout sur ce texte, qui ne veut plus du tout en entendre parler en l'état. On écoutera évidemment les arguments du président du groupe UDI. Et puis avec nous sur ce plateau, Carole Couvert, bonsoir. Bonsoir. Présidente du syndicat CFE-CGC. Vous étiez aux Invalides, il y avait une manifestation cet après-midi aux Invalides. Tout à fait. Avec les militants de la CFE et d'autres syndicalistes. On écoutera vos arguments parce qu'il y a un certain nombre de points noirs aussi pour la CFE-CGC et qui évidemment vous inquiètent. On l'entendra dans quelques instants. D'abord, retour au débat parlementaire. C'est vrai qu'il était très attendu. Myriam El Khomri avait donné plusieurs longues interviews en disant qu'elle n'avait pas peur, qu'elle attendait ce débat. Et vous allez le voir, elle a personnalisé sa prise de parole pour introduire les débats. Écoutez la ministre du Travail. La vie politique peut être faite d'impopularité. En la matière, je peux faire valoir une certaine expérience. C'est la vie. Mais ceci s'efface devant l'esprit de responsabilité et la fidélité aux convictions. J'ai écouté, discuté, réfléchi, mais je crois être restée la même. Mes convictions, je ne les trahis pas. J'ai 38 ans. J'appartiens à cette génération qui n'a connu les 30 Glorieuses que dans les livres d'économie et d'histoire. Cette génération qui s'est construite dans un autre environnement, celui de la crise, du chômage de masse, de la montée des inégalités. Ce projet de loi, je le porte avec énergie et conviction, car je le crois juste et nécessaire. Et c'est cette conviction profonde que je veux partager avec vous. Si je nourris l'ambition de vous convaincre, c'est parce que ce projet de loi repose sur 3 piliers, aussi solides que solidaires. Celui d'un dialogue social qui doit être le moteur de notre transformation, celui d'une dynamique économique créatrice d'activités et d'emplois, celui d'un modèle social renouvelé qui dote nos concitoyens de protection adaptée à notre siècle. Voilà, puis juste après, un député a demandé une suspension de séance de 3 minutes parce qu'entre le pathos et le texte, il a demandé un tout petit peu de... Comment vous la regardez, Marie-Lise Lebranchu, elle est ministre du gouvernement, vous l'étiez encore il y a peu. C'est difficile pour elle aujourd'hui d'aller au bout de ce débat alors qu'on a le sentiment d'être dans un dialogue de sourds. Alors pour moi, un ministre ne porte jamais une loi personnelle. C'est pour ça que je me suis toujours battue pour qu'aucune des lois que j'ai pu porter ne porte mon nom, parce que je trouve ça décalé par rapport à la fonction ministérielle. La ministre est le membre d'une équipe qui travaille, qui fait des propositions et qui se voit adoubée ou non par le Parlement. Donc c'est pas Myriam El Khomri qui est en cause aujourd'hui, c'est effectivement qu'à l'intérieur du gouvernement, avant que je n'en sorte rapidement,
eh bien, il y avait des gens favorables à certaines dispositions, d'autres pas. En particulier, on y reviendra sur certains points. Mais c'est une œuvre collective. Je pense Donc que... elle n'a pas choisi, je dirais, la bonne stratégie de discours là. Ah non, mais ça, c'est pas. Je veux dire. Elle l'a personnalisé. Elle a dit j'ai 38 ans, moi je connais le monde de l'entreprise, j'y crois. Bah, moi, je suis un peu plus âgée et je connais le monde de l'entreprise, j'y ai vécu. C'est. Je pense que c'est pas ça qui compte le plus. Enfin, mais peu importe. Je veux dire, ce qui était intéressant par rapport à la personne, puisque vous nous interrogez sur une personne, ce qui n'est pas tout à fait pourquoi on est ici. C'est on va rentrer dans le fond du débat. C'est que bon, elle est convaincue, donc ça, il faut qu'elle soit convaincue pour porter son texte. Et ça, vous nous rassurez, elle est convaincue. Bah, il m'a semblé. Christophe Cavard, comment vous avez regardé cette introduction? Parce que c'est vrai qu'on aurait pu avoir un débat très technique, très techno. Et en même temps, la ministre a incarné, elle a essayé d'y mettre, comme on dit, de la chair. C'est comme ça qu'il fallait faire? Je ne me permettrai pas moi non plus de juger ce que fait la ministre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je regarde aussi ce que veulent les Françaises et les Français, et je vois bien de sondage à sondage, il y a cette idée qu'il faut que les personnes qui prennent des décisions ou qui portent ces décisions, c'est le cas de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, soient des gens qui connaissent le sujet pour lequel ils travaillent. Et donc je pense qu'il y a aussi une volonté de démonstration de dire qu'aujourd'hui, il y a des gens dans cette équipe qui gouverne qui ne sont pas des gens qui sont simplement là pour. Je ne suis pas déconnecté. Des technos, comme on dit, mais qui sont aussi des gens. Voilà, je me rappelle la loi Aubry, par exemple. Hein, je dis ça à Maryse Lebranchu qui connaît bien ce sujet. C'est pas plus Martine Aubry, c'était vrai, c'était la loi sur les 35 heures. Ouais. Mais c'est vrai que les gens ont personnalisé. Et plus on avance, plus les gens demandent que s'il doit y avoir une crédibilité pour celles et ceux qui parlent aussi au nom de ce texte, et que ce soit des gens qui soient porteurs de ça. On le voit avec le phénomène, entre guillemets, que dit Macron. Mais il y a eu un phénomène El Khomri, excusez-moi, on ne va pas faire tout le débat sur Myriam El Khomri, mais c'est vrai que ça a été extrêmement compliqué pour elle. Très difficile. Sincèrement, je crois qu'il y a eu des choses. Alors après, on y reviendra sur le fond. Après, c'est surtout le fond. Mais après, il y a aussi des débordements. Ça, c'est la passion parfois de ce que crée ce genre de texte. Mais il y a des choses où parfois eu des. Moi, j'ai entendu par exemple des insultes sur la personne. Je trouve que là, pour le coup, on peut être contre. Hein. On est en train de débattre sur on est pour ou contre, mais ne jamais attaquer justement. Et là, je rejoins Maryse Lebranchu. Une personne, je veux dire, il y a une fonction, elle y croit, et elle est là pour ça. Et les insultes ou parfois qui soient dites, soient écrites. Hein, il y a des choses difficiles dans les manifestations. Ça, je crois que c'est extrêmement déplacé. C'est peut-être aussi ce qu'elle a voulu dire, à dire attention de ne pas aller trop loin sur ce sujet. Convaincu, Philippe Vigier, par l'introduction, en tout cas par l'emballage de ce texte. On rentrera dans le détail. Il y a 5000 amendements, donc on va avoir le temps de débattre ce soir. Je crois que moi j'aurais pu me retrouver dans les propos qui ont été tenus à l'instant. C'est vrai qu'il y a eu une personnalisation autour de son nom, parce qu'elle a tellement mal démarré avec cette fameuse interview, piégée, non piégée. Aux Échos, où elle indique déjà que le 49.3 pourrait... Absolument, puis après, alors ça, c'est dans la première interview, c'est pas celle-là, c'est celle chez Bourdin. Franchement, parce que je ne veux pas être, désagréable, mais elle n'a jamais travaillé dans l'entreprise, donc elle apprend. Donc une grande phase d'apprentissage. Ensuite, il y a l'interview des Échos. Après, elle dit, hier dans un grand journal, oui, on a plutôt mal commencé, mais elle a participé à mal commencer en parlant du 49.3. Et moi, je vais vous dire, j'ai vraiment envie qu'on parle du fond du texte et puis du débat parlementaire. Il a lieu dans l'hémicycle à l'heure où nous parlons. Et on brandit déjà un 49.3. Ce débat n'ira même pas au bout. Parce qu'on sait très bien que les 5000 amendements, on ne les passera pas. Ça devrait être un texte symbolique du quinquennat de François Hollande. J'ai demandé, je répète à 3 ou 4 reprises ce matin au gouvernement, d'entendre ce message que les parlementaires voulaient débattre. Et d'autant plus que l'UDI, nous ne sommes pas dans une obstruction parlementaire, on n'a déposé pas plus de 128 amendements. Donc vous voyez, depuis le début, on ne cesse de dire essayons de travailler. Bon, le texte a été, on le sait, déchiqueté depuis quelques semaines. Mais pour autant, on était encore dans cette phase de construction. Et moi, je regrette franchement qu'on fasse l'impasse sur ce débat. Vous voyez, un texte qui parle du dialogue social, le dialogue parlementaire n'existe pas. Carole Couvert, précisons aujourd'hui que dans les colonnes du Figaro, il y a Myriam El Khomri qui a un portrait qui explique que son papa avait une entreprise. Elle explique d'ailleurs dans ce portrait qu'elle connaît l'entreprise et qu'elle y a même travaillé. Donc c'est juste pour redonner aussi un éclairage sur sa personnalité. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, Carole Couvert? Parce que vous étiez aux Invalides, vous êtes opposé à ce texte sur un certain nombre de points. Est-ce que vous avez le sentiment déjà, et on va rentrer dans le détail des 5 points noirs, que ce texte va aller au bout, objectivement, dans l'état du dialogue actuel? Écoutez, à l'heure où nous parlons, je m'amuserai à faire aucun pronostic. On a entendu parler du 49.3 depuis le début. Il y a eu ensuite un recul en disant qu'il y aurait toute sa place donnée au débat parlementaire. En tout cas, nous, c'est le pari que nous prenons à la CFE-CGC, de faire confiance aux députés pour faire bouger ce texte, pour redonner des sécurités aux salariés. Parce que je rappelle, le président de la République a présenté cette loi
en insistant sur davantage de flexibilité pour les entreprises, tout en rappelant qu'il voulait de nouvelles sécurités pour les salariés. Et à ce stade, les nouvelles sécurités n'y sont pas. Certains n'ont entendu qu'entreprise quand il avait... Exactement. Et nous sommes bien, à la CFE-CGC, attachés à cette notion d'équilibre entre les entreprises et les salariés. Et c'est pour ça que nous n'appelons pas au retrait du projet de loi, mais bien à l'évolution. Je crois que chacun a sa responsabilité. En tant que partenaires sociaux, nous avons été concertés. Il y a des choses qui ne sont pas Certains disent que les syndicats ne l'ont pas été. Vous avez été concertés? Nous avons été concertés. Alors, ça a été une concertation à plusieurs étapes. La première concertation a eu lieu avec la ministre du Travail. Par exemple, dans cette phase-là, nous n'avons pas entendu parler du référendum d'entreprise. Nous l'avons découvert dans la presse. Or, nous avons tenu des instances en interne où nous sommes positionnés et pour aller vers des accords d'entreprise qui ont toute leur légitimité, nous avons fait le choix d'une majorité à 50%. Pour vraiment redonner... 30%, on est passé Exactement, à 50%. C'est un point technique, on y reviendra, mais c'est important. Alors là, c'est pas mis d'accord entre eux, c'est au sein de la CFE-CGC, mais après des débats qui ont été très difficiles. Parce qu'aujourd'hui, nous représentons les salariés de l'encadrement, ça veut dire les agents de maîtrise, les techniciens, les cadres, les ingénieurs, mais aussi les agents des fonctions publiques. Et quand on dit passer de 30% à 50%, c'est pas rien, c'est un vrai défi. Et donc, nous faisons le défi d'aller défendre les salariés, d'être présents en entreprise, de parler le même langage et toujours d'être dans une démarche durable et responsable. Alors on va regarder simplement, on va juste écouter Christophe Sirugue qui est rapporteur. C'est vrai qu'il avait hésité à rapporter ce texte, il voulait des garanties. Et c'est d'ailleurs ce député qui rapporte ce texte qui s'est exprimé, vous allez l'entendre, qui a annoncé que le compte n'y était pas, qu'il manquait encore 40 voix minimum pour faire passer ce texte. Écoutez-le, alors c'est un autre style et une autre manière de parler de ce projet de loi. Écoutez. Ce texte, mes chers collègues, c'est d'abord un devoir. Un devoir de prendre en compte l'évolution du monde du travail. Un devoir de se dire ensemble que nos entreprises, parce que ce sont les entreprises qui créent les emplois dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres pays, nous avons un devoir de dire que ces entreprises, elles ont besoin à la fois d'avoir des outils, des armes pour être à la fois dans la concurrence auquel elles sont confrontées, mais des armes également pour leur permettre de se développer. Et quand même, est-ce qu'à un moment, nous allons sortir de ce dialogue un peu fou qui considérerait que finalement, d'un côté, il y a les entreprises et qu'elles sont forcément avec leurs chefs d'entreprise contre les salariés et que de l'autre côté, il y aurait les salariés et qui seraient impérativement ceux qui seraient sous le joug de l'entrepreneur? Est-ce qu'à un moment, on va accepter d'avoir un discours qui soit à la hauteur de ce qu'est le monde du travail du XXIe siècle? C'est l'enjeu de ce texte. Alors, il y a de la passion chez le député et il y a un débat de fond qui a été posé bien avant le débat parlementaire, qui était de dire il faut réconcilier l'entreprise, les salariés, il faut arrêter qu'on accuse le patron d'être un méchant patron et faire en sorte que le salarié puisse avoir un épanouissement dans l'entreprise. C'est ce qu'il nous dit Christophe Sirugue, et ça passe pas au groupe socialiste. Enfin, cet esprit-là est compliqué. C'est pas que ça passe pas, je veux dire que ça passe. Il y a longtemps que ça passe. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans le privé. J'ai des amis patrons. Il n'y a pas de sujet. Il y en a même, je pense, qui votent à gauche. Je suis même certaine. Dire que, mais en revanche, ce qui se vit sur les territoires aujourd'hui. Moi, j'habite dans une circonscription où il y a 2 plans sociaux d'entreprise qui sont en queue de comète, qui finissent très mal. Il reste 391 personnes d'un côté qui n'ont rien, plus de 30 de l'autre côté. Et puis, la semaine dernière, un groupe national, donc peu concerné par ce qu'on va dire tout à l'heure sur les filiales. Un jeudi soir, on voit 2 phrases, je dis bien 2 phrases à un sous-préfet en disant on ferme l'atelier Capitaine Watt là. Et le lendemain, les salariés la prennent. Oui, il y a parfois dans les PME qu'on connaît une quasi-alliance au sens coopération, beau mot de coopération entre des salariés, des patrons. Et puis de temps en temps, vous avez des groupes dont les responsables ne connaissent même pas les boîtes dont ils ont en théorie la responsabilité. Groupe, des fonds d'investissement, il ne faut pas dire les patrons, les salariés. Il y a effectivement des choses difficiles dans les groupes parfois. Et puis il y a des groupes, moi j'en connais un, peu importe, je ne citerai personne, très grand, qui fait un effort très important avec son CICE pour apporter un plus aux salariés. Le même dans la même branche à côté n'en fait aucun. Et c'est remonté, comme certains disent, dans les dividendes ou dans Je pense qu'il faut sortir de ce cliché-là et dire c'est quoi le travail. Juste encore un mot. C'est quoi le travail aujourd'hui?
Et est-ce qu'on ne confond pas emploi et travail? Emploi, c'est le nombre de personnes qui ont accès au travail, qui rentrent au travail, qui ont un travail. Le travail, c'est les conditions de travail, c'est la façon dont on protège les gens qui travaillent, dont on les fait progresser, dont ils ont accès à la formation professionnelle, on pourrait passer des heures dessus. Et à force de confondre travail-emploi, alors on finit par dire c'est en touchant au travail qu'on va créer de l'emploi. Et je pense que le problème, il est là. Vous en pensez quoi, Christophe Cavard et Philippe Vigier, sur ce rapport entre l'entreprise? L'esprit, c'était de permettre à l'entreprise de se développer, d'avoir un carnet de commandes qui progresse, et l'esprit même, c'était de pouvoir se séparer d'un collaborateur pour pouvoir en embaucher un autre. C'était l'esprit de la loi. Et les choses ont évolué considérablement. Là, on est sur la sécurisation. Au départ, on parlait de l'entreprise. Là, d'abord, je rappelle que ce que dit la loi, il ne faut pas transformer ce que dit la loi. La loi propose des accords. Donc, qui dit accord, il faut qu'ils soient signés par les deux parties. Donc, toute situation créée nouvelle, qui sont sur 3 points précis, le temps de travail, l'histoire des heures supplémentaires et l'histoire des congés. Que les choses soient claires. S'il y a accord, c'est que tout le monde est d'accord. Donc le principe du dialogue, et là je rejoins ce qui vient d'être dit, 95% des entreprises, les chefs d'entreprise discutent avec leurs salariés, et y compris tous ceux qui nous parlent des plus grosses, ça fait longtemps qu'ils le font. La ministre l'a rappelé, il y a plus de 36 000 accords signés par an, et la plupart du temps, 95% de ces accords il y a du dialogue social. Sont signés avec les partenaires syndicaux. Je dis juste que du coup, je me permets de le dire, parce que par rapport au débat tel qu'il se lance, tel qu'il est dans l'hémicycle, je sais bien qu'à l'extérieur de la rue, on appelle à la convergence des luttes. Mais je vous avoue que moi-même, je suis surpris parfois que la convergence des luttes se fait Je ne suis pas sûr que Philippe Vigier, qui aujourd'hui est contre le texte, et je le respecte beaucoup parce qu'il est contre le texte, parce qu'il a trop bougé dans un mauvais sens concernant la question des entreprises, il va nous expliquer. Mais moi, j'ai participé à la commission, je vois bien qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la droite a considéré que le texte, notamment, et le centre, pardon, je vous mets à droite et centre, a glissé vers des garde-fous qui pour eux, ne correspondent pas par rapport aux entreprises. Et de l'autre côté, j'entends ceux encore aujourd'hui qui sont contre à gauche, qui disent oui, mais il n'y a pas encore assez de protection du côté des salariés. Et c'est ce qu'on essaie de cherche à faire les uns les autres, c'est à équilibrer ce texte. Vous dire qu'il n'y a pas encore des équilibres à trouver dans l'hémicycle dans les semaines à venir, oui, bien sûr. Mais c'est réconciliable, oui, bien sûr que c'est réconciliable. Parce que ça a l'air compliqué. C'est réconciliable, j'insiste, c'est réconciliable. Il faut sortir des postures. Et je pense que c'est réconciliable, mais il faut qu'on rentre sur le fond. Et c'est ce qu'on va faire. À 5000 amendements, on aura largement le temps de rentrer. Si vous allez au bout. Si on a le temps de... Si vous allez au bout. Philippe Vigier, c'est l'histoire du texte. Le premier mot. Chacun constate qu'il y a une immense précarité dans ce pays. Elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Quand on voit qu'il y a pratiquement 90% des emplois créés sont des CDD, c'est devant nous. C'est ce qui se passe au quotidien. Et ça, c'est la grande précarité. Quand vous avez un CDD, est-ce que vous avez accès à un logement? Certainement pas. Et Marie Lebranchu a bien raison de dire qu'il faut distinguer l'emploi du travail. Le premier sujet pour moi, c'est de voir comment je fais grossir le gâteau, en clair, qu'il y ait plus d'activité et qu'il y ait plus d'emplois qui soient créés dans les entreprises, notamment dans les petites et moyennes entreprises. Et j'ai été, dans ma propre circonscription également, très frappé en 10 ans par 2 crashs économiques, par 2 très grands groupes que je ne citerai pas. Et ils se sont mal comportés. Et je dis les choses. Patron voyou, groupe voyou. Patron voyou et des boîtes consolidées à l'international. Cela, il n'y a pas de solution malheureusement pour les salariés et le reclassement, ça ne marche pas. Est-ce que ce texte apporte quelque chose? Rien. Rien. La deuxième chose qui est importante à mes yeux, c'est on les connaît, les obstacles. Est-ce que plafonner les indemnités prud'homales, c'est un drame? Je ne le pense pas. Est-ce que laisser des strates ça, c'est le projet Macron, excusez-moi, qui n'est pas... Mais est-ce que laisser des strates à 10, 20, 50 salariés, c'est vraiment refaire la révolution sociale? Je ne le pense pas. Est-ce que favoriser l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est faire en sorte que les accords d'entreprise, c'est ce qu'on vient de dire tous les uns et les autres, souvent ils existent. Et vous êtes pour les accords majoritaires? Non, je suis pour les accords d'entreprise, parce que j'estime que le dialogue social dans les PME, dans les PMI, il est là au quotidien. Oui, mais... Arrêtons de diaboliser les choses. Alors Philippe Vigier... Et puis enfin, pardonnez-moi, mais quand je vois le Premier ministre qui nous explique qu'il faut surtaxer les CDD, alors justement, voilà. Mais quel décalage par rapport au monde du travail. Mais c'est un drame que de dire des choses comme ça. Le flux, c'est le CDD. Carole Couvert, commençons par les CDD. Commençons par thématiser. On a préparé un petit carton. Alors, il y a un peu de lecture, vous allez le voir au fil de l'eau. Sur les 5 points, évidemment, qui sont les points noirs développés par les frondeurs. Les CDD. Je ne vais pas commencer et quelques autres. Par les CDD, mais je vais répondre à ce qui vient d'être dit, parce que sur le licenciement économique... Vous n'en avez pas parlé, mais je suis prêt à en parler. Non, mais vous avez commencé à glisser un certain nombre de choses. Sur les licenciements économiques, pour nous, il est fondamental de sécuriser par rapport aux grands groupes qui, dans la rédaction actuelle, pourraient s'engouffrer et abuser de la rédaction
pour envoyer un certain nombre de salariés à la case Pôle emploi. Ils profiteraient de cette opportunité pour se séparer d'une branche. Pardonnez-moi, ce Exactement. texte, si je peux me permettre un mot, n'apporte rien. Les plans de revitalisation, vous les connaissez, ils ne fonctionnent pas et l'État peut aller beaucoup plus loin. J'avais fait des préconisations, j'ai même fait un rapport parlementaire là-dessus pour expliquer qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin qu'on a fait. Le temps presse. Alors, licenciement économique, risque d'engouffrement de l'entreprise. Exactement, Les donc CDD. vraiment revenir au périmètre groupe. Les CDD... Parce que c'est aujourd'hui la réalité. On embauche en CDD. Il y a une discussion entre les partenaires sociaux autour de l'assurance chômage. La surtaxation des CDD, ça fait partie des propositions que la CFE-CGC porte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est CDD et intérim, c'est ce qui coûte le plus cher à l'assurance chômage. Or, il y a encore dans ce pays des entreprises qui emploient en CDI. Elles sont vertueuses, elles font un acte citoyen, elles ne renvoient aucune charge sur la collectivité. Et donc, à un moment donné, nous parlons du principe de pollueur-payeur, et c'est pour ça que nous parlons de surtaxation des CDD. Maintenant, pour revenir sur ce projet de loi, sur les fondamentaux, je crois que le projet de loi, c'est une mauvaise réponse à une bonne question. Il serait peut-être temps que l'on parle de l'impôt sur les sociétés pour redonner de l'oxygène aux TPE, aux PME. Lequel? Celle que payent les SARL ou les groupes du CAC? Non, Non, mais j'essaie de comprendre. François Hollande avait annoncé un impôt plus important que celle du CAC 40, chacun le sait. Aujourd'hui, des non, mais c'est grands pas le même groupes- impôt, c'est 9% pour le CAC, 33% pour les SARL. Exactement. C'est vrai. Mais là, du Exactement. coup, on peut parler clairement de concurrence déloyale, et nous savons pertinemment que les TPE, les PME, c'est le poumon de l'économie française, et qu'il faut leur donner un coup de Donc on pouce. baisse la fiscalité? En tout cas, ça fait partie des sujets qui, à un moment donné, avaient été mis sur la table Bon. et qui a vite été retirés. Deuxième sujet, la transmission des entreprises familiales. Alors, Carole Couvert, je veux qu'on reste sur les 5 points noirs. Je comprends on va partir sur l'impôt sur les sociétés, mais il n'est pas tout à fait contenu dans le texte. Les CDD, c'est dommage, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Des propositions sur le texte. Nous avons fait des propositions. C'était d'ailleurs l'engagement numéro 2 de François Hollande. À un moment donné, Abandonné. ce texte était censé être là pour inverser la courbe du chômage. En absolument. l'état, Vous en pour nous, doutez. ça n'est pas en facilitant les Marie-Lise sentiments Lebranchu. économiques qu'on va y arriver. On va voir le petit carton dans quelques instants, je vous l'ai promis. Agissons enfin pour refaire du CDI la règle. Ça, c'est une partie de votre tribune. Et ensuite, vous faites des propositions. Pour éviter une nouvelle taxation, nous proposons qu'au-delà de 10% d'emplois précaires, toute embauche en CDD donne lieu à la transformation du plus ancien des CDD en CDI. Ça, c'est une proposition concrète. Parce que- Un amendement, j'imagine. Parce que oui, c'est un amendement, parce qu'on se rend bien compte, on a vu des tas d'entreprises, on les connaît, il y a une forme d'habitude à prendre le CDD. C'est une habitude. C'est-à-dire qu'il faut pas dire que c'est la loi va changer les choses. C'est habituel parce que c'est facile, et il y a de soucis pour personne, et même certains salariés me le disent, comme ils ont le droit à une petite prime, ils se disent au fond, si jamais si jamais ils me virent, j'aurai déjà ça. Donc il y a un vrai souci de dialogue entre l'action publique, nous tous, et les entrepreneurs, en leur disant quand même, nous on peut comprendre que vous ayez besoin d'un CDD, ou même de plusieurs, une commande, un intrant pas géré, etc. Situation. Mais quand ça devient une habitude, au bout d'un moment, il faut se dire, vous en avez combien et pourquoi pas en CDI? Et au fond, pour discuter souvent avec des chefs d'entreprise, ils me disent, avec juste raison, c'est vrai qu'on ne calcule plus, on ne sait même plus. Et donc, il faut encourager, c'est pour ça que nous, on propose d'encourager le passage au CDI lorsque on a quand même trop de CDD. Alors, Christophe Cavard, en attendant de voir la petite animation en 5 points. Les entreprises qui embauchent, je ne pense pas qu'elles embauchent sur un CDD juste parce qu'elles vous conviennent au CDD. Les entreprises qui embauchent, elles le disent, c'est que du fois, elles n'ont pas juste simplement de perspective. Bon, moi je suis d'accord, il faut empêcher le principe de recours systématique ou quasi systématique au CDD. Il faut revenir à ce qui fait force, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée. Mais du coup, il faut que les salariés, moi j'insiste là-dessus, le texte permet ça, c'est ça le dialogue social, ensemble décident de la pérennité de leur entreprise, de la pérennité de leur activité, de la pérennité de développement de l'entreprise. Les salariés ont tout autant que le chef d'entreprise que ça se développe, donc du coup du chiffre d'affaires, donc du coup d'un développement économique et donc du coup d'embauches qui doivent se faire sous un contrat qui est un CDI. Donc moi j'insiste beaucoup sur le fait que dans ce texte, on a les éléments qui nous permettent aujourd'hui d'envisager de redonner aux entreprises l'envie d'être un corps commun, c'est-à-dire des salariés et des chefs d'entreprise qui veulent développer leur entreprise. Tout le monde y a intérêt, y compris si on parle d'augmentation de salaire, etc. Parce qu'on ne parle pas des bas salaires et je peux vous garantir que c'est un vrai débat aussi. Les entreprises qui viennent sur ce plateau nous disent, qu'ils soient des experts ou même des acteurs économiques, nous disent, mais nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'une fois qu'on a embauché en CDI, on a beaucoup de mal à se séparer d'un collaborateur, d'où l'intérêt d'avoir des contrats plus souples. Non, mais vous êtes réformiste. Est-ce qu'il faut aujourd'hui plus de souplesse? C'était le débat qui avait été posé dans le texte. Ou est-ce qu'on reste dans des CDI classiques, très sécurisés? Pour les aider à développer leur entreprise, pour
pour les aider à développer l'entreprise, j'insiste, à un moment donné, il faut qu'il y ait du dialogue qui permette à un moment donné, par exemple, d'aménager le temps de travail, et aménager le temps de travail sur des moments où on peut faire entrer des moyens nouveaux dans l'entreprise. Mais ça existe. Souplesse ou pas souplesse? Ça existe. Non, mais bien évidemment qu'il faut de la souplesse. Pour moi, il y a deux types de CDD. Il y a des activités, par exemple, de 3 à 4 mois l'été, ou des activités saisonnières, pour lesquelles ces entreprises ne prendront jamais des CDI. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est pas la peine de se raconter des histoires, c'est comme ça. Et puis il y a les autres. Et les autres, ils durent 12 mois, 24 mois, on change le nom, et on continue avec des CDD au long cours. Et ça, on le voit partout. Pourquoi ils font ça? Ils se disent, si jamais j'ai un problème dans mon activité professionnelle, pour licencier, ça sera compliqué. D'ailleurs, j'ai les prud'hommes et la judiciarisation. Ça va coûter cher. Et ça, et ça va coûter cher. Et ça, ils ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Nous, à l'UDI, nous avons une chose simple. Il faut, pour ce type de contrat, remplacer les CDD par des CDI à droit progressif. C'est-à-dire que plus on est dans l'entreprise, plus on a de droits nouveaux ouverts à la formation, à l'indemnisation chômage et avec plus de souplesse aussi pour les chefs d'entreprise, pour licencier, si malheureusement il doit le faire. Arrêtons d'imaginer, d'ailleurs c'est certainement le péché véniel de ce texte, que ce texte permet plus de licenciements. Il a été présenté non pas comme un texte qui permettait plus de créer d'emplois, mais de plus licencier. Ça a été une erreur de communication folle depuis le début. C'est pour ça que ça ne va plus. Et les jeunes, maintenant, imaginent que c'est contre eux. Pardonnez-moi, on vient de leur donner 400 €. C'est la moitié de ce qu'avait donné Dominique de Villepin. Rappelez-vous, c'est la moitié du CPE qui avait mis tout le monde dans la rue en 2005. Moi, je n'ai pas oublié tout ça. Les jeunes, ils veulent rentrer dans un boulot. Ils veulent pas des CDD au long cours. On le vit pour nos enfants respectifs. Ils veulent simplement avoir un parcours. Parce que pour eux, c'est encore plus difficile que ça a été pour nous à l'époque où nous étions. Alors, comparer le CPE et la garantie jeune, je pense que c'est un peu osé. On va pas faire le Enfin, c'est une comparaison de Philippe Vigier, c'est lui qui l'assume. Regardez le sujet de Rim Benhammer. Je donne la parole, Carole Couvert, je vous le promets, mais regardez les points qui fâchent. On en a évoqué quelques-uns, on a évoqué le CDD, mais il y a quelques autres sujets très importants qui suscitent le débat, la polémique et l'inquiétude. Regardez le sujet de Rim Benhammer. En effet, pour que 5000 amendements et de nombreux points de blocage. Les licenciements économiques. Selon le projet initial, une entreprise pouvait décider des licenciements en se basant uniquement sur ses résultats en France, même si ces résultats sont bons à l'étranger. Mais un amendement du rapporteur propose désormais que ce soit le périmètre international qui soit pris en compte. De plus, les critères de licenciement seront différenciés selon les tailles des entreprises pour ne pas pénaliser les TPE. La surtaxation des CDD. L'objectif, éviter la multiplication des embauches précaires. Cette mesure souhaitée par le gouvernement en réponse à la mobilisation des organisations jeunesse. La droite n'y est pas favorable. Le rapporteur non plus. Je ne serai pas porteur d'amendement sur la taxation des CDD, même si je suis bien conscient qu'on a un problème, puisque 50% des CDD aujourd'hui sont des CDD de moins d'une semaine et qu'ils servent malheureusement à certaines entreprises à faire des renouvellements de contrats. On sait bien que beaucoup de jeunes, la plupart des jeunes commencent par un CDD et c'est comme ça qu'ensuite on arrive à un CDI. Mais là, taxer les CDD, ça veut dire taxer l'embauche, taxer l'emploi. C'est invraisemblable, il faut être vraiment chez les bolcheviks pour inventer un truc pareil. Les accords d'entreprise. Avant, l'accord de branche jugé plus protecteur primait sur les accords d'entreprise. Avec ce texte, il y a une crainte que cet ordre soit inversé. Le risque que ces accords d'entreprise se multiplient. La portée normative. Christophe Sirugue propose donc la mise en place d'un comité de surveillance au sein des branches pour vérifier ces accords, avec l'espoir de rassurer les réfractaires. C'est dangereux parce que vous avez une entreprise qui va dire chez nous les heures supplémentaires c'est rémunéré à 10% et plus à 25%. L'autre va faire pareil et au bout du bout elles n'auront pas gagné en concurrence ni l'une par rapport à l'autre et les salariés auront perdu. C'est ce qu'on appelle du perdant-perdant. Donc ça on est contre et on ne votera pas cette loi si ça demeure dans le texte. Les accords offensifs. Ces accords permettent à une entreprise de décider de changer son organisation comme le temps de travail pour être plus compétitive, même si elle va bien. Si le salarié refuse, il sera alors licencié pour motif économique et non plus personnel, avec ensuite un droit à la formation et au chômage. Les débats dans l'hémicycle devraient durer 2 semaines. Voilà, retour en plateau, il y a beaucoup de sujets, on a évoqué le CDD, l'inversion de la hiérarchie des normes. Alors c'est vrai qu'avant de découvrir ce texte, ça fait plusieurs semaines on rôde, mais c'est un terme un peu barbare pour les Français qui nous regardent, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est un débat d'avocats. Un peu techno. Et c'est un point auquel vous êtes très attaché. Expliquez-nous pourquoi vous êtes inquiète que l'on fasse ces accords au niveau de l'entreprise et pas au niveau de la branche. Moi, j'ai pris un exemple simple d'une entreprise que je connais, qui est dans la logistique, et qui me dit, écoute,
si on a le droit de faire un accord dit offensif, je paye plus les heures supplémentaires pendant 4 à 6 mois, je mets X à genoux, parce que je vais lui prendre 2 ou 3 marchés, je vais le mettre en difficulté, moi je m'en sors, je lui prends 30% à peu près de son carnet de commandes, le reste je sais pas où ça ira, mais c'est ça aussi, à l'intérieur des branches, le dumping de concurrence. Alors, moi, je réponds en disant, mais les salariés n'accepteront pas. Il me dit, si, les salariés accepteront. Parce que c'est un challenge qu'on leur dira, on va mettre X à genoux. Attention à la concurrence, parce qu'on l'a connu, on sait comment ça essaye de se produire par dumping. Et moi, je pense que la hiérarchie des normes, c'est une garantie pour tout le monde. C'est une garantie pour les salariés, mais c'est aussi une garantie haute pour les PME. Ouais. C'est très peu utilisé par les groupes, parce que les groupes ont l'habitude de jouer, vous savez ça mieux que nous, avec les branches. Mais je pense que sur ce point, comme sur celui des licenciements économiques et des groupes, on y reviendra peut-être, là, on touche vraiment à quelque chose qui n'est pas suffisamment expliqué, qui paraît comme ça, très technique, très sympa, en disant, écoutez, allez tous ensemble. On négocie au niveau de l'entreprise. On va faire des efforts, sauf que, oui, on va faire des efforts. Dans les entreprises, on fait des efforts sur beaucoup de choses. On peut parler des forfaits jours des cadres, on peut parler de tas de choses de ce type. Il y a beaucoup d'entreprises qui font déjà beaucoup d'efforts pour s'en sortir ou se développer. Attention à la tentation de dumping social qui existe et dans beaucoup de secteurs. Carole Couvert, 2 choses. Le forfait jour, parce que les cadres sont concernés par le forfait jour, c'est vrai qu'il y avait aussi l'idée de gré à gré entre le chef d'entreprise et le salarié, mais qu'il puisse dire à son salarié, ben voilà, tu es en forfait jour, et qu'il n'y avait pas de possibilité. Donc ça avait été posé comme un axiome, ça vous y êtes formellement opposé, et aussi opposé à l'accord d'entreprise, au niveau de l'entreprise. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui vous inquiète? Sur le forfait jour, aujourd'hui, ça concerne 1,5 million de salariés. 47% des cadres sont au forfait jour, 3% des non-cadres. Aujourd'hui, il est démontré qu'en moyenne, ils font 44,6 heures par semaine et que 39% d'entre eux sont à plus de 50 heures par semaine. Ce que nous disons, c'est que cette loi doit être une opportunité pour sécuriser le dispositif, tant pour les salariés que pour les entreprises. Nous demandons donc à regarder tout ce qui est charge de travail, équilibre entre la vie professionnelle, la vie familiale, donc c'est le droit à la déconnexion, regarder la rémunération, parce qu'il y a une vraie problématique sur la rémunération, et avoir un suivi médical particulier de ces salariés. Donc ils travaillent 50 heures payées sur 35. Payer 5% de plus. Non, mais il faut dire les choses. Voilà, payer 5% de plus que la moyenne, c'est une étude de la DARES. D'accord. Là, ce que nous soulignons avec satisfaction, c'est que le rapporteur Christophe Sirugue a déposé un certain nombre d'amendements qui vont dans ce sens, de la sécurisation du forfait jour, qui est une vraie spécificité sur l'amendement. Excusez-moi, quand vous dites sécurisation, ça veut dire qu'on va dire, faire en sorte que le salarié ne fasse pas plus de quoi, 35 heures, 36 heures, 39 heures? Qu'est-ce que ça veut dire, sécuriser? En adéquation avec la réglementation européenne, qui dit qu'il doit y avoir un repos quotidien à minima, enfin, de 13 heures. Donc ça veut dire que la journée doit être de 11 heures maximum. Donc en fait, il continue à faire 45 heures. Il fait 45 heures. Oui, mais il y a déjà quelque chose à faire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contentieux sur le forfait jour. Et quand ces contentieux arrivent, l'entreprise perd. Philippe Vigier, l'accord d'entreprise, le niveau de l'accord, le débat qui était posé, on l'a eu plusieurs fois sur ce plateau, c'était de dire, après tout, les salariés, avec leur patron, peuvent eux-mêmes organiser la vie de l'entreprise. Vous y êtes favorable? Vous avez des doutes aussi? Moi, je suis favorable. Je suis favorable au dialogue social dans l'entreprise. Écoutez, je vois pas pourquoi un patron, une patronne, avec ses 20, 30, 40, 50 salariés, un peu plus, ne peut pas avoir des discussions au quotidien sur l'organisation du travail. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais je vais préciser derrière. Là, j'entends bien. C'est le dans mandat. le rôle d'une patronne de centrale syndicale. Donc à partir de là, vous voulez toujours qu'il y ait de la main extérieure qui vienne voir, mais sans même connaître véritablement cette entreprise. Laissez le dialogue social s'organiser dans l'entreprise. Si jamais, mais passons au dialogue social à la demande. Mais si jamais il y avait un problème particulier qu'on puisse regarder, je veux bien, mais laissons respirer ce pays. Laissons faire en sorte qu'il puisse y avoir une organisation du travail au quotidien. Vous savez, les salariés, ils ont très envie d'être impliqués dans les dispositifs. Donc le référendum, excusez-moi d'y revenir rapidement, mais la question ils ont besoin de s'impliquer dans le fonctionnement de leur entreprise au quotidien. Attendez, il y a deux choses. Moi, le référendum, c'était une idée qui avait été... C'était une très bonne idée pour moi. Il faut d'abord, pour aller vers davantage d'accords d'entreprise, excusez-moi, il faut recréer les conditions de la confiance. Il faut recréer les conditions de la confiance entre les chefs d'entreprise et les salariés. Et après, on pourra aller vers davantage d'accords d'entreprise. Aujourd'hui, et vous l'avez très bien dit, un accord de branche, c'est seulement l'accord de branche qui peut me permettre de mettre de l'équité entre les salariés d'un même secteur et entre entreprises de toute taille. Une entreprise et une autre ne sont pas toujours identiques, n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement. Et quand j'entends Yves Lebrancher nous parler de dumping en disant allez, on va faire
Oui, mais enfin, ça a l'air une très hirondelle concret. non, mais une hirondelle fait pas le printemps. Attention, et regardons les choses comme elles se passent. Non, mais par exemple, Christophe travaillant Cavard. plus sur les directives travailleurs détachés, il y a d'autres sujets sur lesquels on peut éviter fait. le dumping, Tout qui à eux fait. sont en train de nous plomber. Juste Maryse Lebranchu, pour terminer, Christophe Cavard, vous savez que juste pour boucler notre débat, Voilà, je reviens vite vous sur vous le sentez fait que minoritaire ce soir, avant Pas que du le tout. débat se poursuive? Là, sur le plateau, Jusqu'au peut-être. 17 mai. C'est pas du tout dans les réalités. Mais en fait, moi, ce que je tiens à dire, d'abord, il faut rappeler que dans ce texte de loi, tout ce qu'on est en train de discuter, c'est une partie de l'article 2, l'article 5, etc. qui est un article Il y a central. beaucoup d'autres Bonne articles, il y en a chose, par 52, ailleurs. et il y a des choses très intéressantes qui sont de vrais droits. Donc ça, j'invite aussi quand même les gens à regarder tout ce qui Christophe bouge Sirugue. positivement. Oui, mais il faut pas l'oublier, y compris pour toutes celles et tous ceux Pour qui les salariés s'intéressent. ou pour l'entreprise? Il faut regarder pour tout le monde, y compris pour les salariés, qu'on et peut surtout avancer. pour les salariés aussi. Et sur l'accord d'entreprise, moi je dis, et je rejoins, moi je crois au dialogue social. En tant qu'écologiste, je suis pour l'économie sociale. Vous voyez, l'économie sociale, il n'y a plus de rapport, puisque quand on est dans une coopérative, par exemple, les normes, On les droits, partage etc. les bénéfices Donc nous, et on le défend travail. ce modèle-là. Et si on défend ce modèle-là, il faut l'organiser. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait une certaine loyauté, et donc il faut garantir aux deux parties, et particulièrement à la partie salariale, il faut lui garantir qu'effectivement elle peut dialoguer au niveau social, et donc D'égal faire à des égal, accords. ou presque? Alors, qu'à d'égal à égal, on dira, chacun son rôle et sa fonction. Mais en tout cas, dans une logique de protection, on est ici dans une entreprise. Oui. Quand on veut discuter, il faut qu'on ait les moyens de pouvoir discuter en étant protégé. Et c'est ce qu'on essaie, et c'est ce qui va continuer à être travaillé dans l'hémicycle. Si on règle ce problème-là, je pense que ce texte de loi permet vraiment une culture différente. Et je rappelle juste Combrexel, Badinter, etc., qui ont travaillé dessus. Il ne faudrait pas les oublier. Je ne crois pas que ce soit les plus grands libéraux, enfin je parle sous couvert, en tout cas pour Badinter, de Maryse Lebranchu, mais qui sont dans une logique aujourd'hui de libéraliser totalement. Ils sont dans une logique de réécrire, et je dis juste que pour les droits, D'alléger en tout cas. pour les droits, il faut les connaître. Combien de salariés connaissent réellement leurs droits? Il Et faut. ça aussi, c'est un vrai travail. On a un peu de lecture. C'est ce qu'on va travailler dans la suite. Maryse au niveau Lebranchu, du Code du travail. avant de nous quitter, sur le plan politique, c'est compliqué aujourd'hui pour François Hollande. Est-ce que vous vous sentez là dans une situation de porte-à-faux politique? Moi, Vous je étiez pense ministre du gouvernement et c'est vrai que vous dites aujourd'hui, ça me va pas ce texte. Non, mais j'ai pas dit tous les articles sont mauvais. Il a raison. Il y a beaucoup de choses sur le CPA, sur des tas de choses. On ouvre la porte de la sécurité sociale professionnelle. C'est presque un rêve, j'ai envie de le dire. Et c'est vrai que ça va être très important parce que les gens ne vont plus avoir de grandes carrières comme d'autres ont pu en avoir. Je n'ai eu que 4 emplois, donc maintenant je sais qu'il y aura plus. Mais je crois aujourd'hui que on est capable de discuter. Ce qui m'embête, c'est d'entendre, y compris dans le commentaire, que on n'y arrivera pas. Il y a des amendements. Moi, il y a des choses auxquelles je suis attachée. J'ai vu que d'autres les partageaient, d'autres en avaient. Est-ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'avancer sur un texte Faut poser les masques. sans qu'aujourd'hui, à la première heure du débat, avant même que les amendements aient été discutés, on parle de commentaires médiatiques qui dit 49.3, 49.3. Moi, c'est pas nous, hein, c'est certains qui l'évoquaient. Non plus qui l'avons dit. Non, mais ce que je pense aujourd'hui, c'est que si on veut réconcilier les Français avec la politique, eh bien, il faut réconcilier d'abord les Français avec leurs parlementaires et de dire, c'est pas parce qu'un texte a été pensé et bien évolué, il a bien évolué ce texte, qui pourra pas évoluer encore. Medvedev dit ce texte me fait peur. Hein. Enfin bon, on en parlera. Mais alors, voilà. là, j'ai juste. Ça nous rassure. Mais voilà. J'ai un coup de colère. C'est le dernier mot. Un coup de colère. Un coup de colère. C'est-à-dire que ce patronat, il devrait venir nous aider là où on a des ennuis sur nos bassins, où on a des repreneurs possibles, qui se bougent, quoi. On a un patronat qui pleure. Enfin, celui qui parle, il pleure. Il y a un patronat qui ne pleure pas et qu'on n'entend jamais. Merci. Et qui est très majoritaire. Une organisation syndicale courageuse qui est la CFE-CGC. Ah bon, celui qui ne pleure pas est majoritaire, ça me rassure. Merci Moi, à je vous préfère quatre. ce qui va bien, parler de ce qui va bien plutôt que ce qui va plutôt mal. Merci. Je vous laisse regagner l'hémicycle parce qu'on va faire un débat vivant en faisant tourner les députés, comme on dit, parce que évidemment le débat se poursuit. Il y a eu des motions de rejet, celle de Jean-François Copé, je ne l'ai pas dit, mais qui a été rejetée. Motion de rejet préalable pour 105 et contre 200, donc rejetée. Regardez ce sujet parce qu'il y a eu évidemment des manifestations dans la rue. Les syndicats étaient réunis aux Invalides, je l'évoquais, Carole Couvert, vous y étiez. Écoutez ce que disent les syndicats parce que certains d'entre eux, la CGT et FO, sont vent debout et souhaitent le retrait pur et simple de ce texte. Regardez ce reportage et merci d'être venu sur le plateau faire vivre ce débat. Pas facile d'approcher l'Assemblée nationale en ce premier jour des débats sur la loi travail. Les manifestants de Nuit debout ont tenté d'organiser un sit-in dès le matin pour interpeller les députés dès leur arrivée. Les quelques dizaines de militants ont rapidement été délogés. De l'autre côté du pont sur le Champ de Mars, l'intersyndicale était mobilisée. D'un côté, les réformateurs de la CFE-CGC qui ne demandent pas le retrait du texte, mais souhaitent qu'il soit modifié.
Juste en face, les syndicats contestataires, FO et CGT, unis par la même revendication, le retrait pur et simple du texte. On veut à nouveau faire pression à la fois sur le gouvernement et sur les parlementaires puisqu'ils vont démarrer le débat sur le projet de loi de travail dont nous demandons toujours le retrait. Et je l'ai dit, je le redis, Force ouvrière n'acceptera jamais l'inversion de la hiérarchie des normes. Ça veut dire de laisser la priorité à la négociation d'entreprise par rapport à la branche qui est le lieu d'égalité de droit et de république sociale. Dans le rassemblement, des députés venus s'opposer au projet de loi, parmi eux des frondeurs du Parti socialiste et des communistes. Pour eux, il n'y a aucun essoufflement du mouvement. Je crois que c'est surtout le plus grand mouvement social depuis 2012 et peut-être même depuis 1981 quand la gauche est aux responsabilités. On sera les porte-voix, on va être les transmetteurs de cette exigence de retirer le texte de loi. Face à l'important dispositif de sécurité déployé, empêchant d'accéder aux abords du Palais Bourbon, la manifestation s'est dispersée dans le calme en début d'après-midi. Voilà, le débat se poursuit sur le plateau de la chaîne parlementaire parce qu'on vit évidemment ce texte, début du texte travail avec d'autres invités. Yann Gallu, bonsoir. Bonsoir. Député socialiste du Cher. Alors vous êtes critique et vous y tenez beaucoup à l'égard de ce texte, on va écouter vos arguments, mais vous n'êtes pas frondeur parce qu'il y a des nuances au sein du groupe socialiste et c'est important de le préciser. Il y a ce noyau dur de frondeurs et vous ne faites pas partie de ces frondeurs. Votre livre, Contre la mort de la gauche, merci d'avoir répondu à notre invitation. Daniel Fasquelle, ça vous a fait rire, qui n'appartenait pas aux frondeurs. Oui, il y a une nouvelle catégorie maintenant. Donc il y a les frondeurs, il y a ceux qui ne sont pas frondeurs, puis il y a ceux qui sont critiques sans être frondeurs, mais sans être tout à fait d'accord avec le gouvernement. Ouais. Il y a des nuances compliquées chez vous. Ça devient quand même très subtil cette affaire. Il y a des nuances compliquées chez vous. Sur la loi El Khomri, nous on est... Vous êtes... Voilà. Daniel Fasquelle, député Les Républicains du Pas-de-Calais, votre livre La France juste, édition Fayard, on parlera justement de cette question de justice à travers ce texte. Merci d'être avec nous. François Bourguignon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur d'économie, directeur d'études à l'EHESS, auteur de ce livre La mondialisation de l'inégalité. Il est sorti au Seuil en 2012. Et j'allais dire, vous soutenez ce texte. On écoutera vos arguments. Alors c'est vrai que j'allais dire... Pas la totalité. Mais... Vous êtes l'économiste français qui soutenait ce texte. Non, mais je ne suis pas tout seul non plus. Pas tout seul. Il y a eu une tribune qui a été signée dans Le Monde il y a quelques semaines, évidemment, avec des économistes qui soutenaient ce texte. Et Carole Couvert est avec nous. Elle est la présidente de la CFE-CGC. Yann Gallu, de la même manière que sur notre premier plateau, c'est vrai que on a quand même le sentiment d'un dialogue de sourds. C'est-à-dire que ce texte, voilà, des semaines qu'on en parle, il a été réécrit, remanié, retravaillé en commission. Et pourtant, le compte n'y est pas. 40 députés, 40 voix manqueraient pour avoir une majorité. Est-ce que ce soir, vous êtes confiant ou est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de brandir le 49.3 ? Écoutez, c'est très compliqué parce qu'on est au début d'une discussion parlementaire. Et on sait tous que quand il y a une discussion parlementaire, il peut y avoir des évolutions. Mais on a un problème de fond, en tout cas une partie des députés socialistes a un problème de fond avec ce texte. C'est ce que dit d'ailleurs Myriam El Khomri, c'est la philosophie de ce texte. Myriam El Khomri n'arrête pas de nous dire mon texte n'a pas changé, il y a eu quelques évolutions, j'ai entendu certains arguments, mais la philosophie de mon texte reste la même. Or, on est quand même quelques-uns à dire, écoutez, la philosophie de ce texte-là ne nous semble pas satisfaisant. Il ne semblait pas ou nous semble pas ? Parce que c'est intéressant, il a évolué ce texte. Il a évolué, mais la philosophie reste. Et d'ailleurs, la ministre dit, la philosophie de mon texte reste. Et pour un certain nombre de députés socialistes, mais aussi pour plein de gens, plus largement que la gauche d'ailleurs, eh bien, ça pose un problème de philosophie. C'est quoi la philosophie du texte ? Comment vous la résumeriez en une phrase ? Je la résumerai en disant que on est rentré dans un texte ou dans une ère qui est social-libérale. Et ce n'est pas la philosophie de la social-démocratie que moi je représente, où il y a un véritable équilibre entre les partis. Aujourd'hui, il y a quand même, avec l'article 1 et l'article 2 de ce texte-là, une inversion de la hiérarchie des normes. Or, à partir de là, on est quelques-uns à mettre une alerte en disant cette inversion de la hiérarchie des normes, le fait par exemple d'avoir de redescendre au niveau de l'entreprise pour la négociation, qui va entraîner obligatoirement du dumping social entre les entreprises, nous paraît dangereux. Et ça ne fait pas partie de l'ADN. Comme Maryse Lebranchu qui a signé cette tribune dans les colonnes du Monde, c'est pour le 1er mai, qui dit la même chose, qui a peur du dumping. L'économiste que vous êtes, je vous donne la parole et je donnerai la parole à Daniel Fasquelle. Est-ce qu'il y a ce risque-là sur cette question de l'inversion des normes ? Est-ce que vous pensez que les entreprises vont se faire concurrence parce qu'elles auront négocié plus ou moins à la baisse avec leurs salariés ? Je ne suis pas complètement convaincu de ça. Je crois qu'effectivement,
on a un problème là qui est l'espèce d'alternative qu'il y a entre négocier à un niveau global et donc avoir une certaine force parce que l'ensemble des employés est représenté par les syndicats et il y a une protection qui est très solide. Et puis, en même temps, on manque les spécificités des entreprises. Et de l'autre côté, si on négocie au niveau de l'entreprise, effectivement, il y a un risque que les employés soient sous la coupe de l'employeur. Il y a effectivement peut-être le risque qu'il y ait du dumping. Je suis pas tellement convaincu par ça. Et l'autre chose étant que le risque existe véritablement au niveau des petites entreprises plutôt qu'au niveau des grandes entreprises. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce texte? Et je poserai la même question à Daniel Fasquelle. Moi, ce qui me plaît dans le texte, je vais vous dire, c'est quelque chose de très très général. Et je trouve que le débat qui a eu lieu n'est pas très bien positionné. Ce qui me plaît dans ce texte, c'est simplement le fait qu'on essaie d'introduire un peu de flexibilité dans le marché du travail. Un point, c'est tout. Vous mettez un peu? Un petit peu, oui, parce qu'on pourra aller plus loin. Mais on est dans un marché du travail qui est extrêmement rigide en France. On a des appariements entre employeurs et employés qui sont très rigides. Dans cette situation-là, c'est très difficile de modifier l'appariement de façon à avoir un petit peu plus de productivité, de façon à avoir un meilleur accord ou une meilleure combinaison entre employeurs et employés. C'est difficile pour des gens qui ne sont pas employés de rentrer dans le système parce que la rotation est très très faible. Et donc on reste à son poste, mais c'est dur de rentrer dans l'entreprise. Et si on veut changer d'entreprise, c'est difficile parce qu'il y a relativement peu de postes qui se libèrent. Et dans ces conditions-là, on a un déficit de compétitivité, un déficit de productivité. C'est notre modèle, c'est le modèle social. On va entendre François Hollande dans quelques instants. Mais le point important, c'est le fait qu'il ne faut pas imaginer que cette loi en tant que telle va immédiatement générer des emplois supplémentaires, etc. On est dans le moyen long terme. Daniel Fasquelle, Jean-François Copé avait fait une motion, avait fait un discours à la tribune où il était virulent, expliquant que le monde avait changé, que le code du travail, c'était un code pour le 19e et le 20e et qu'on était entré dans le 21e siècle. L'opposition était plutôt favorable à ce texte dans sa première mouture. Aujourd'hui, vous êtes rentré dans l'opposition. Vous ne voterez pas ce texte. Pourquoi? Parce qu'il a été trop gauchisé, comme j'ai pu le mettre en mettant quelques guillemets au-dessus. Moi, je dirais quel gâchis. Parce que c'est vrai qu'on a vraiment besoin de réformer le droit du travail en France. Et s'y prendre de cette façon, c'est une véritable catastrophe. Alors on aurait pu effectivement espérer de François Hollande qu'il sauve son quinquennat à la Schröder en adoptant enfin une réforme de fond et courageuse. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Alors pourquoi ce gâchis? Tout d'abord, on ne propose pas ce type de réforme en fin de quinquennat. Forcément, le calendrier est beaucoup plus difficile à faire adopter. Ensuite, le gouvernement, du point de vue de la méthode, a mis un texte sur la table et après a discuté. Il fallait discuter, rencontrer les syndicats avant, pas après. Bon. Et puis, enfin, le problème, c'est qu'il n'y a pas de cap. Puisque effectivement la première version pouvait sembler être intéressante parce qu'elle amenait un peu de souplesse, un peu de flexibilité dans un système qui aujourd'hui est complètement verrouillé et bloqué. Mais sous la pression de certains avec lesquels on n'avait pas discuté avant, avec lesquels on a voulu discuter après, etc. Un pas en avant, deux pas derrière, un pas de côté. À la fin, on a un texte qui est complètement illisible. J'ajouterais simplement deux choses, c'est que ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas pris suffisamment de hauteur. Parce que la question du marché du travail, de l'accès au marché du travail, c'est aussi la question, par exemple, du coût du travail, dont on n'a pas parlé. Voilà. Donc je crois que c'est la question de la formation aussi. Le coût du travail, ça fait référence aux charges, par exemple, au niveau de charges. Mais complètement. Donc ce qui fait que le marché du travail est aujourd'hui complètement bloqué et que les jeunes en sont exclus, c'est un faisceau d'indices, et pas seulement, évidemment, le code du travail, mais aussi le code du travail. Donc à la fin, on a un texte qui mécontente tout le monde et qui envoie des signaux complètement contradictoires. Et alors qu'on a besoin de confiance, de rétablir la confiance avec les chefs d'entreprise, en fait, on fait exactement l'inverse. On inquiète tout le monde, on inquiète les salariés, on inquiète les patrons, alors qu'il fallait au contraire amener de l'apaisement, de la confiance et du dialogue. Moi, j'étais prêt à voter un texte proposé par le gouvernement sur un sujet aussi important. Avec le mot flexibilité, qui avait été un texte qui aurait été un texte intéressant et courageux. Mais à la fin, on a un texte qui est complètement contradictoire. On ne sait plus là où on veut aller, donc je ne voterai pas, bien évidemment, ce texte. Et je termine par là où j'ai commencé. Je dis
quel gâchis. Mais la part de François Hollande, on en a malheureusement l'habitude. Écoutez François Hollande, justement, je pense qu'on a un extrait de ce discours. Il a fait un discours aujourd'hui important à l'occasion des 80 ans du Front Populaire, un discours sur la gauche et le pouvoir. Bref, l'occasion aussi peut-être pour lui d'expliquer tous ces députés présents dans la salle le bilan, ce qu'il avait fait. Écoutez ce qu'il dit, de la manière dont il essaie de concilier finalement la réforme et la protection. Écoutez le président de la République. Dans quel pays d'Europe y a-t-il eu autant de progrès qui ont été réalisés depuis 4 ans? Dans quel pays d'Europe la protection sociale a-t-elle été à ce point élargie? Dans quel pays d'Europe il a été possible d'accorder de nouveaux droits alors qu'il était demandé des efforts pour que les comptes publics puissent être restaurés? Je ne dis pas qu'en France on vit mieux qu'ailleurs. Il y a encore beaucoup à faire. Mais je dis qu'on ne peut pas entendre une complainte qui laisserait penser, surtout au sein de la gauche, que nous n'aurions pas été à la hauteur de nos responsabilités, que nous aurions mis en cause des principes fondamentaux de notre protection sociale. Non. Voilà, le juste équilibre en quelque sorte. Yorick, intervenez rapidement parce que le temps presse. Sentinelle citoyenne, vous êtes dans quel état d'esprit? Le président explique que la France, mais c'est un modèle un peu à part. C'est pas le modèle espagnol, c'est pas la perte des droits sociaux. On a maintenu le cap tout en essayant de sauver notre économie. C'est ce que dit le président Hollande. Alors, le président Hollande a raison de dire que la France est un pays à part au niveau des acquis sociaux et tout le reste. Mais moi, depuis le début de l'émission, depuis la première partie, pour moi, vous jouez de la flûte et brassez de l'air. Hein, excusez mes propos, mais c'est tout à fait ça. Et c'est pas en réformant le code du travail et le monde du travail comme vous le faites, non, que ça va marcher. Non, il n'y a pas d'acquis sociaux, il n'y a que des reculs sociaux et je pense qu'il faudrait engager plus de monde et que les gens travaillent moins de temps parce que avec la loi El Khomri, c'est ce qui va arriver. Les gens ne vont plus faire que ça, que travailler. Ils n'auront plus de vie de famille à côté. Ils n'auront plus d'activité culturelle. Ils n'auront plus de vie tout court. Voilà. Merci Yorick. Alors ça c'est un paysage très sombre que nous décrit Yorick. C'est bien ça le texte El Khomri, c'est faire travailler encore plus les Français. Et une proposition de travailler moins pour partager le travail. Ça revient d'ailleurs à travers un parti politique Nouvelle Donne, mais c'est ça l'esprit de la loi El Khomri? Remettre les Français au travail? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que moi je me suis présenté comme vous aux élections en juin 2012. Je me suis présenté dans la succession de la victoire de François Hollande. J'étais son mandataire dans le département du Cher. Dans les documents de campagne de François Hollande, dans les documents de campagne de Yann Gallu, à aucun moment il y a eu un projet de loi tel que celui présenté par El Khomri. On ne vous l'avait pas annoncé en 2012. Moi je le dis, j'ai un problème général. J'ai un problème général de fonctionnement depuis ces dernières années. C'est que les 60 propositions, je suis d'accord. Certaines réformes qui ont été avancées par le président de la République, je suis d'accord. Il a fait des choses. Mais quand on fait la loi El Khomri, c'est un enjeu national. Et moi, je pense que ça doit être validé par le peuple. Ça doit être validé par un projet, qu'il soit présidentiel ou législatif. Donc c'est trop tard. Et donc, je vous rejoins assez dans le fait qu'on ne fait pas ce genre de réforme en fin de quinquennat. Et d'abord et avant tout, on le fait publiquement. Donc on annonce ce qu'on va faire. On ne peut pas à la fois être élu, faire le discours du Bourget, expliquer que mon ennemi c'est la finance et après faire la loi El Khomri en disant que cette loi va servir pour que les entreprises puissent quelque part fluidifier le marché et permettre de licencier. Changement de pied. Ça ne cadre pas avec ce que nous avons proposé aux Français. C'est pour ça qu'il y a une telle résistance. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, votre sentinelle, elle dit quelque chose quand même d'important. Moi je suis désolé, dans ce pays il va falloir aussi qu'on parle du temps de travail parce que on sait très bien, et vous êtes économiste, on sait très bien que dans les années qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, la robotisation, la numérisation de la société française, mais aussi de l'économie mondiale, va entraîner des millions de suppressions d'emplois. Donc comment on fait concrètement? C'est en travaillant plus qu'on va créer de l'emploi? Moi, on a un vrai débat de fond à avoir. Et ce n'est pas la loi El Khomri qui y répond. Carole Couvert, sur ce que dit Yorick et sur ce que dit Yann Gallu, qui est fondamental, qui n'est pas contenu dans la loi El Khomri, comment on repense flexibilité, sécurité, emploi pour tous,
plein emploi. Peut-être déjà rappeler qu'il existe un certain nombre de dispositifs et qu'un certain nombre de chefs d'entreprise doivent avoir en tête. Nous avons été une organisation syndicale responsable en signant en 2013 un accord, le premier, sur la flex-sécurité, qui permet aux entreprises d'accéder au dispositif de rupture conventionnelle. C'est courageux pour une organisation syndicale de salariés. Ils sont critiqués aujourd'hui d'ailleurs dans le début de l'examen du texte. Il y en a plus de 320 000 Ça marche très bien. par an. Ça veut dire qu'une entreprise qui a des salariés en CDI, en contrat à durée indéterminée, et nous y sommes attachés, c'est le seul contrat qui permet d'accéder à un logement, et donc ça fait tourner l'ensemble de l'économie française. C'est le seul contrat donc qui permet d'être dans la durée, de donner du sens, des perspectives. Et donc lorsqu'il y a un pépin, que ce soit du côté salarié ou entreprise, la rupture conventionnelle y répond. Donc la flexibilité existe déjà. Premier point. Deuxième point, aujourd'hui c'est assez exceptionnel pour le souligner, la CFE-CGC a lancé un rassemblement. Vous l'avez cité tout à l'heure, sur l'esplanade des Invalides. La dernière fois que nous sommes descendus dans la rue, c'était au moment des retraites du temps du gouvernement de Nicolas Sarkozy et la réforme des retraites Fillon. Donc, vous voyez, nous ne sortons pas souvent. Quand nous sortons, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, les salariés d'encadrement sont inquiets. Ils ont peur pour leur emploi et ils ont peur pour leur pouvoir d'achat. Et le projet de loi El Khomri ne répond pas à ces deux objectifs. C'est pas en facilitant les licenciements économiques qu'on va inverser la courbe du chômage. Et c'est en ça où nous disons que ce projet de loi... Vous n'y croyez pas au fait qu'on fluidifie, qu'on permette les entrées et les sorties, comme le modèle, excusez-moi, anglo-saxon Mais qu'on utilise parfois. vous avez parlé tout à l'heure du modèle allemand, et vous avez raison. Mais il y a une étude de l'OCDE qui démontre que en Allemagne, les salariés sont plus protégés individuellement, les licenciements collectifs sont plus difficiles, et pourtant le marché du travail se porte beaucoup mieux. Il y a 4,7% de taux de chômage. François Bourguignon, économiste, il y a un vrai débat de modèle, ce qui était évoqué d'ailleurs par François Hollande. Non, d'abord, je crois que le point sur lequel je veux insister, c'est le fait que vous avez parlé de flex-sécurité. Il est tout à fait possible d'avoir un marché du travail qui fonctionne de façon relativement flexible en protégeant les employés. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Le modèle existe. On aurait pu peut-être essayer de fouiller un tout petit peu plus sur ce modèle. Maintenant, je voudrais aussi reprendre le point qui a été fait tout à l'heure, qui est il y a quand même une énorme différence entre la loi qui est discutée aujourd'hui au Parlement et ce qui a été présenté au départ. La tribune à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure et que j'ai signée, c'était une tribune qui était sur le principe initial. Et je suis désolé, je trouve que le principe initial, il y a quelque chose d'important. Tout le monde est déçu ce soir. Ceux qui troisième point, le troisième point, l'avenir. Alors on est tout à fait d'accord que la robotisation est en route, la numérisation fait des dégâts épouvantables, va faire des dégâts épouvantables à court terme sur l'emploi. Attention, il y a une différence de nouveau entre le court terme et le long terme, parce que cette robotisation, elle va augmenter la productivité de l'ensemble, il y aura un revenu supplémentaire qui va générer une demande supplémentaire et qui va générer des emplois. Mais le vrai problème est que justement, on est dans une situation dans laquelle, à cause de ça, à cause du changement technique, à cause de l'innovation, on a besoin d'encore plus de flexibilité. Bien sûr. Et si on reste là où on en est, on aura beaucoup de difficultés à s'ajuster. Texte, avant de nous quitter, je suis désolé, on va bien sûr se pencher sur le texte, on va vous réinviter pour prendre évidemment le temps, parce que ça vous regarde prendre le temps, mais ce soir le temps presse. Vous pensez que ce texte ira au bout jusqu'au 17 mai, ou vous pensez qu'il y aura le 49.3 ? Vous, le député de l'opposition ? Je ne sais pas, je sais très bien que le gouvernement aujourd'hui n'a plus vraiment de majorité à l'Assemblée nationale, il sera peut-être obligé de passer en force avec le 49.3, je crois qu'ils n'ont pas d'autres solutions, mais vous parliez de la France juste, je crois que la grande injustice du pays, c'est aujourd'hui de fermer les portes du marché du travail aux jeunes, et clairement, le gouvernement a jeté l'éponge, puisque on propose depuis quelques semaines, pour calmer les jeunes, on leur propose un RSA jeune, c'est-à-dire qu'on leur propose non pas du travail, mais de l'assistanat. Et c'est terrible, voilà. Et moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette tous autour de la table, on est très en retard, majorité et opposition, pour enfin déverrouiller ce marché du travail et donner de l'espoir aux jeunes. Ça doit être notre objectif commun. François Bourguignon, je suis désolé, je vais me faire tirer les oreilles. Est-ce qu'on peut rajouter, en allant contre les jeunes, cette histoire de taxation des CDD ? Absolument. On en a parlé tout à l'heure. Yann Gallu, vous repartez dans l'hémicycle, et on va évidemment vous réinviter, parce que 5000 amendements, 52 articles, on va avoir évidemment le temps de décortiquer ce texte en espérant qu'il aille jusqu'au 17 mai, bien entendu. Merci à vous Yann Gallu, député du Cher, député socialiste. Merci à Daniel Fasquelle, député LR du Pas-de-Calais. Merci à Carole Couvert d'être restée avec nous sur toute cette émission, la présidente de la CFE-CGC. Merci à François Bourguignon, vous êtes économiste et vous enseignez à l'EHESS, directeur à l'EHESS. Merci de nous suivre. On reviendra sur ce texte évidemment dans ce détail. Le débat a commencé. Place au débat. Merci de votre fidélité.
l'actualité. Demain, on s'intéresse aux cadeaux, je mets des guillemets, de François Hollande, parce qu'il y a des baisses d'impôts, il y a des aides, des coups de pouce, évidemment, aux instituteurs. On va en parler à un an de l'élection présidentielle, évidemment. Pour les classes moyennes, ça serait bien. Voilà, tout le monde, vous reviendrez demain soir devant la télévision pour regarder ce débat. Merci, bonne soirée et à demain.